Et l'invité de la matinale de ce jeudi matin, c'est Marie-Josée Michel, consul honoraire du Japon. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour madame. Bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase de relation entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ? Eh bien, je crois que depuis le passage de notre président, Monsieur Emmanuel Macron, bien des choses sont en train de bouger et de se mettre en place. Avec cet axe indo-pacifique où on voudrait voir un petit peu plus de dynamisme du côté japonais. Je pense que la venue de monsieur le ministre conseiller d'ambassade va peut-être faire bouger quelques petites choses. En tous les cas, on le souhaite. Oui, Kazuhiko Nakamura, ministre en charge des affaires politiques auprès de l'ambassade du Japon à Paris. Est-ce qu'il est partant justement pour ces nouvelles relations que l'on souhaite plus dynamiques avec le Japon ? De ce que j'ai pu entendre dans ces entretiens protocolaires et dans ces visites, et notamment hier soir avec le dîner des chefs d'entreprise japonaises, effectivement, il y a un côté très positif quant à sa venue, parce que, bien sûr, il enregistre tout et va le transmettre auprès de son ambassadeur. Il y avait donc un dîner de chefs d'entreprise. Oui. Et dans ce dîner, c'était qu'est-ce qu'ils Alors, quand on parle jouaient en Nouvelle-Calédonie, quand on parle en Nouvelle-Calédonie de chefs d'entreprise japonaises, il y en a très peu des entreprises japonaises. Il y a surtout les traders de Mitsui, de Sumitomo, qui sont des grands trusts miniers, mais ensuite vous avez les ciments Tokuyama et puis surtout les sociétés japonaises qui travaillent en liaison avec le tourisme et ce sont les tours opérateurs. Oui, le tourisme, c'est la grosse entreprise ici en Nouvelle-Calédonie, plus de 21 000 touristes en 2017. Il y a cet axe-là à développer ? Oui, parce que pour l'instant, le tourisme a surtout été ciblé sur les honeymooners, les couples qui viennent en lune de miel, mais on voudrait développer encore plus du côté du tourisme vert, du côté du tourisme familial, et puis le grand rêve du tourisme, c'est aussi de faire venir en Nouvelle-Calédonie des groupes pour des congrès, des conventions, mais ça c'est un vœu que j'entends depuis très longtemps et on n'y arrive pas encore. Les Calédoniens sont très friands de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec les professionnels du tourisme calédonien pour pouvoir développer ce secteur ? Alors, attention, ma fonction, quand on dit consul honoraire du Japon, je suis surtout là pour 3 raisons. La première, c'est de défendre les intérêts des résidents japonais, qui comportent 84 à 90 familles, bon an, mal an, donc représentant à peu près 250 personnes. Et ensuite de veiller aux bonnes relations entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, le 3e point, c'est surtout de pousser au niveau de l'éducation pour l'enseignement du japonais. Mais vous n'avez pas votre mot à dire sur les relations politiques, les relations commerciales ? Non, parce que d'abord, je ne suis pas compétente sur ces points. Je laisse ça aux consuls généraux, mais n'ayant pas de consulat général en Nouvelle-Calédonie. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on me consulte, étant calédonienne de naissance, d'origine japonaise, pour ma connaissance du pays et mes réseaux. Ça facilite. Justement, comment comment vous vous êtes sentie calédonienne de naissance, japonaise d'origine, lors de cette cérémonie hier où a été remis à la présidente de l'amicale japonaise l'ordre du soleil levant, une des plus hautes distinctions japonaises. Beaucoup d'émotions hier soir. Oui, parce que c'est une reconnaissance. Vous savez, l'amicale japonaise ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été fondée par les enfants de pères japonais, ces enfants qui ont été, malgré eux, laissés sans chef de famille. Et déjà, dès 1966, une première association du nom de Amicale franco-japonaise avait été créée par les
deuxième génération, c'est-à-dire enfant de père japonais. Et ensuite, en 1979, il y a eu une refondation et c'est la troisième génération, donc enfant de grand-père japonais, qui a repris le flambeau. Et c'est une histoire douloureuse. C'est un label. Le Amicale japonaise, c'est un label. Et depuis... allez, on va dire 5-6 ans, depuis en tous les cas que la période où nous avons fêté le 120e anniversaire de la présence japonaise en 2012, et où nous avons fait ériger un mémorial japonais à Tio, nous sommes plus maintenant dans la mémoire. Parce que bien sûr, vous me demandiez si c'était douloureux. Ça a été douloureux, certes, pour nos parents, mais nous sommes des enfants sans héritage. Nous n'avons jamais parlé japonais, pratiquement, puisque les pères étaient à la mine, donc les mamans étant de langue française, ce sont les mamans qui transmettaient la langue. Cette relation, justement, qui a été coupée, malgré vous, malgré vos parents, avec le Japon, vous le regrettez? Il y a un manque quelque part ou pas? Il y a un manque et c'est pour ça, vous savez, on court toujours derrière ce qui nous a manqué. Et c'est pour ça que cette chaleur qu'ont les Calédoniens d'origine japonaise pour le Japon, c'est un petit peu l'hommage à leurs ancêtres. Mais voilà, maintenant on arrive à 126 ans et Monsieur Nawa qui s'exprimait hier, qui a 99 ans, comme tant d'autres qui étaient à la cérémonie hier, sont des personnes qui vont maintenant, qui sont apaisées. Oui. Le poids du fardeau a été très lourd. Le travail de cette troisième génération dont je suis a été de diffuser, de partager, de faire connaître cette page d'histoire qui a été très, très douloureuse. Et nos parents, notre grande fierté aujourd'hui, c'est de voir combien ils sont contents que l'on prenne en compte leur histoire. 126 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu en même temps. Vous êtes juste la troisième génération. Vous dites pourtant que c'est une histoire apaisée, une histoire digérée. Oui. Mais vous dites 126 ans, c'est peu. Vous voyez, dans quelques semaines, je serai à Hawaï pour fêter les 150 ans de présence japonaise à Hawaï. Et puis, la France et le Japon célèbrent aujourd'hui les 160 ans. Oui, parce qu'il y a eu cette immigration japonaise à Hawaï et puis ensuite en Nouvelle-Calédonie. Oui. C'était une immigration comment? Une immigration économique à l'époque? Les raisons étaient économiques parce que quand on regarde le lieu de vie de ces émigrés japonais, c'était surtout dans le sud du Japon. C'était un sud très pauvre. Beaucoup d'ailleurs venaient d'Okinawa, ces petites îles tout à fait au sud du Japon. Et voilà, purement des raisons économiques. Ils ont pour la plupart exécuté leur contrat avec ce que l'on appelait l'honorable Société Le Nickel. C'était des contrats de 5 ans? Et c'était des contrats de 5 ans. Quand ils terminaient leur contrat, ils repartaient. Par contre, tous ceux qui sont arrivés en 1913-1914, dont mes deux grands-pères, eh bien, ont dû rester sur le territoire parce que en métropole sévissait, enfin en Europe sévissait la Première Guerre mondiale, le franc a été terriblement dévalué et donc ils n'avaient plus d'argent pour retourner au Japon. C'est à ce moment-là qu'ils se sont établis, ayant fini leur contrat, comme artisans, agriculteurs, exploitants de caféeries. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris femme dans toutes les ethnies de la société de l'époque, que ce soit indo-chinois. Et on fait des enfants, et vous êtes l'une des descendantes. Marie-Josée Michel, consul honoraire du Japon aujourd'hui. Vous restez avec nous.
Oui, 7h07, l'heure de retrouver Marie-Josée Michel, consul honoraire du Japon. Deuxième partie avec vos questions que nous attendons comme d'habitude au 258. Thierry Belmont. Il y a un espace économique régional où on a un rôle à jouer depuis quelque temps, particulièrement depuis les mots du président de la République qui parie sur le développement de l'axe Indo-Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, Marie-Josée Michel, participe pour la première fois au sommet des dirigeants des îles du Pacifique, le Pacific Island Leaders Meeting en anglais. C'est un axe fort, cet axe Indo-Pacifique qui sera mis en avant. Eh bien, apparemment, nous l'avons découvert avec le discours du président, mais c'est vrai que l'année dernière déjà, un représentant de l'ambassade était passé et dans les discussions que j'avais pu suivre, on parlait de cet axe et ça s'intensifie. La preuve, c'est que deux pays français sont invités cette année, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui n'enverra qu'un représentant, mais le président n'étant pas encore nommé, mais la Nouvelle-Calédonie, avec le président Germain et son équipe de la coopération régionale, sont partis cette nuit pour assister à ce sommet. C'est la première fois que la Nouvelle-Calédonie participe à ce sommet. C'est la première fois, et on l'appelle le PALM 8, c'est-à-dire que c'est la 8e édition. Mais on aura attendu 8 éditions, 7 éditions pour pouvoir y être invité. Je trouve que, voilà, c'est une très bonne chose que la Nouvelle-Calédonie, qui fait partie de cet axe Indo-Pacifique. On a attendu trop de temps pour pouvoir y participer. Le président de la République a parlé de cette hégémonie chinoise. Il faut lutter contre cette présence trop importante, entre guillemets, des Chinois dans les pays de la région. Oh oui, alors là, je ne suis pas habilitée pour développer le sujet, mais c'est vrai que toutes ces petites îles, Fidji, Vanuatu, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Salomon, etc., toutes ces îles dans cet immense Pacifique, c'est sûr que la bataille commerciale va se jouer dans le Pacifique dans les décennies à venir. La bataille commerciale va se jouer dans le Pacifique et donc le Japon, la Nouvelle-Calédonie ont leur mot à dire. Vous parliez du tourisme en première partie. Ce tourisme, il faut le développer d'une meilleure façon. Ces touristes, il faut les accueillir d'une meilleure façon en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est là que le bas blesse. Heureusement, les Japonais restent très zen, mais la Nouvelle-Calédonie a tous les atouts pour recevoir, pour accueillir les touristes japonais qui sont friands de tout ce qui est français, et notamment la gastronomie. Donc, il faut savoir qu'un touriste japonais dépense en moyenne, hors transport aérien, il dépense en moyenne 22 000 francs par jour. Et donc, c'est 7 fois plus qu'un Australien et 4 fois plus qu'un Néo-Zélandais. Donc, il faut les gâter, il faut les choyer, mais comme tout fonctionne très très bien dans ce Japon de 130 millions d'habitants, en Nouvelle-Calédonie, ça bat un petit peu de l'aile. Les Japonais ne rechignent pas à une destination très chère à partir du moment où ils ont payé pour un service. Or, bien souvent, le service fait défaut. Non, pas le service. Voilà. C'est-à-dire que quand on téléphone, on laisse une commission à un visiteur, eh bien, la commission n'est pas faite. Voilà. Et puis, ce sont des petits détails. Des petits détails qui ont leur importance. Quand on vous dit, il y a un menu enfant qui est complet avec le plat et la glace, et qu'on vous facture la glace, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, voilà. Mais tout ça, ça demandera à être amélioré. Mais sinon, ces touristes japonais sont vraiment amoureux de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, tous connaissent la Nouvelle-Calédonie avec ce fameux slogan « l'île la plus proche du paradis ». Bruno Rouvière. Vous nous avez parlé tout à l'heure de 90 familles japonaises qui résident en Nouvelle-Calédonie. Quel est votre travail? Que faites-vous pour eux et que faites-vous pour les touristes dont vous venez de parler à l'instant? Est-ce que vous les rencontrez aussi, ces touristes? Est-ce que vous avez un retour sur leur séjour? Non, je n'ai pas forcément de retour, si ce n'est par le biais des tours opérateurs.
Alors, pour ce qui concerne les familles sont là pour travailler dans le tourisme, justement, comme tour opérateur, comme guide-interprète, comme professionnels de la plongée, des activités aquatiques, etc. Ils sont là pour l'enseignement de la langue, ils sont là pour... je vous parlais tout à l'heure des représentants, les traders de sociétés japonaises, mais ceux-là, je les côtoie et je les rencontre plus souvent au niveau de leurs difficultés. Mais on va dire que ce sont tellement des gens qui restent zen, ils ont très peu de problèmes. Les touristes japonais, oui, les touristes japonais, quand autant j'ai de grands moments privilégiés quand je reçois des personnalités de l'envergure de Monsieur le ministre Nakamura ou d'autres grands chercheurs, historiens qui s'intéressent à la Nouvelle-Calédonie. Mais autant, dans mon travail, je suis toujours très, très émue quand j'apprends qu'un touriste japonais s'est noyé. Oui. En Nouvelle-Calédonie, j'ai pris mon poste en 2005. J'en suis à mon 6e touriste japonais qui s'est noyé en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est pas très bon pour notre image, j'imagine aussi, non? Non, non, parce que tout est fait, tous les efforts sont faits. Vous savez, les touristes, les Japonais, il y a un point sur lequel ils n'hésiteront pas à être pointilleux, c'est sur la sécurité, je veux dire, médicale. Et de savoir qu'il y a un Medipôle ultra sophistiqué, perfectionné au niveau technologie, etc., ça les rassure. Alors, quand vous dites c'est pas bon pour notre image, c'est pas parce que c'est de notre faute, c'est parce que ils mènent une vie tellement stressante, trépidante. Et puis, hop, dès qu'ils prennent 5 jours de vacances, c'est pour relâcher. Ils relâchent tellement qu'ils vont aller se baigner sans savoir utiliser un tuba, l'eau dans les poumons. Et puis, ça y est, j'ai vu des Japonais se noyer dans la piscine de la baie d'Oro, quand même. 50 cm d'eau. Ils ne sont pas habitués. On se dit, oui, mais le Japon est entouré de mer. Mais non, le Japon n'a pas de belles plages, sauf dans le sud, à Okinawa. Mais ce ne sont que des falaises. Ils ne vont pas à la mer, sauf dans quelques endroits, quelques régions. C'est donc aux professionnels du tourisme aussi d'être vigilants voilà. et d'établir la sécurité. Le dernier décès remonte au 9 février. Ce jeune Japonais qui s'est noyé au pont de Mouly, il ne savait pas nager et il est allé là où il y avait le courant. Le courant l'a emporté et voilà. Alors, combien de Calédoniens aujourd'hui sont issus de cette immigration japonaise ? Oh, nous en sommes à la 6e génération. Ce qu'on appelle une génération, c'est au départ, on prend la première génération, c'est la souche, c'est-à-dire les premiers émigrants japonais. Ensuite, la 2e génération, les enfants de pères japonais. Moi, je fais partie de la 3e, enfant de grand-père japonais, mais après, ça se dilue. Oui, bien sûr. Est-ce que vous en parliez de cette histoire, de cette immigration avec vos parents, vos grands-parents ? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était en concubinage avec un maraîcher japonais. Et elle a tellement adoré cette vie qu'elle avait. Pour elle, elle me disait toujours, je ne retrouverai jamais la vie que j'ai eue avec ton grand-père. Mais voilà, j'ai eu cette chance qu'elle me parle beaucoup. Vous dites que vous avez eu cette chance parce que ce n'est pas forcément le cas. Et ce n'était pas le cas du tout. Oui. C'était pas le cas du tout. La transmission de cette histoire n'était pas évidente. Non, ce n'était pas évident. Elle a commencé à surgir en 1992 lorsque l'Amicale japonaise a monté le projet du centenaire. Et pour ce centenaire, nous avions 2 volets. Le premier volet, c'était un volet culturel,
parce qu'il fallait absolument que les Calédoniens voient ce qu'était ce Japon avec évidemment toutes les facettes et nous avions fait venir 128 artistes, journalistes, diplomates, voilà, même la femme du gouverneur de Hawaï, qui était d'origine japonaise, était venue aussi renforcer notre équipe. Et tout d'un coup, hop, la société calédonienne s'est rendue compte, mais enfin, on parle du Japon, on nous montre tout ça, mais qu'est-ce que c'est? Et le deuxième volet qui venait 3 mois après, c'était de faire revenir des Japonais qui étaient nés en Nouvelle-Calédonie et qui vous disent encore aujourd'hui, qui sont allés à l'école des sœurs, l'école des frères, l'école Suzanne Rossier, et qui vous disent encore aujourd'hui, mais moi je suis né en Calédonie, c'est mon pays. Ah oui. Et ils ont un amour, comme nous avons un amour pour le Japon, c'est tout à fait réciproque. Ceux qui sont nés ici. Et vos enfants aujourd'hui se sentent comment? Quelle relation avec le Japon? Alors, quelle relation avec le Japon? C'est pour ça que je vous dis que maintenant c'est très dilué. Oui. À partir de ma génération, je crois qu'on est les derniers militants de cette histoire, parce que moi, ma fille me dit, mais maman, moi, tu as tracé tout le chemin du passé, je le connais entièrement, mais moi, maintenant, l'avenir, c'est devant moi. Donc, ils sont devenus calédoniens. Je vous parlais d'héritage tout à l'heure, pas d'héritage linguistique, pas d'héritage culturel, pas d'héritage financier à la suite des séquestres. Il ne reste plus rien, on est calédoniens. Merci beaucoup, Marie-Josée Michel. Je rappelle que vous êtes la consul honoraire du Japon. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre invitée de la matinale, Marie-Josée Michel.